Bonjour et merci de nous recevoir encore chez vous en ce jour, rencontre et un nouveau numéro. Nous allons une fois encore parler de notre situation géopolitique au Togo. Il faut toujours continuer la réflexion pour trouver les voies et moyens à sortir de situation, bien qu'il y a aujourd'hui une apparente accabée sur le front sociopolitique. Il faut de temps en temps y revenir pour continuer la réflexion. Aujourd'hui, nous allons parler justement de la nouvelle législature qui est déjà en fonction depuis plusieurs semaines déjà et qui travaille. Et pour en parler justement, je reçois pour vous l'honorable député Jerry Tama, président du NET. Merci, monsieur le président, de notre invitation. C'est toujours un grand plaisir d'être avec vous ici. C'est cela. Alors, on va discuter donc de cette situation, mais avant cela, il y a un événement qui s'est produit la semaine dernière avec l'assassinat de ce prêtre salésien à la frontière du Togo et le Burkina. Des pistes djihadistes sont donc évoquées. Est-ce qu'il fallait en craindre pour nous? Est-ce que c'est à nos portes déjà la menace terroriste? Non, la menace terroriste est à nos portes. Vous savez, la zone frontalière entre le Togo et le Burkina est aujourd'hui considérée comme une zone à risque très intense, où il n'y a quasiment pas de jour où il n'y a pas des attaques ou des incursions de groupes souvent qui sont qui ne sont pas clairement définis comme on a pu le constater au nord du Mali, mais qui ont quand même des procédures, des modes opératoires qui sont proprement ceux des djihadistes. Et aujourd'hui, oui, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, nous y sommes quasiment. Vous savez, il y a de cela 2 semaines, il y a un groupe de militaires burkinabés qui ont dû fuir avec leurs armes pour venir se réfugier au Togo parce que les attaques de ces groupes-là, ils sont plus hardis, ils sont mieux armés. Et ils font beaucoup de dégâts sur le terrain. Donc oui, nous y sommes quasiment. Bon, maintenant, après, il ne faut pas non plus céder à la psychose. Oui, paniquer. Voilà, nous sommes quand même un pays relativement protégé par un dispositif sécuritaire qui existe. Et aussi peut-être par le fait que le Togo ne s'est jamais mêlé à toute cette lutte entre djihadistes, tout le commerce qui se fait tout autour. Parce qu'il faut aussi reconnaître que il y a des... Mais non, le Togo participe à des missions de lutte contre la menace terroriste. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes pas identifiés comme on a pu l'identifier avec le Mali, le Niger, comme des foyers de présence de groupes djihadistes. C'est ça. Voilà. Nous participons aux missions de maintien de la paix, par exemple au Mali, mais nous ne sommes pas, pour le moment, encore répertoriés comme un pays où il y a des foyers djihadistes. Et c'est ce qui fait que on peut au minimum se féliciter de cela. Mais c'est l'événement qui s'est passé avec ce prêtre salésien et 4 douaniers. Parce Bien sûr, 4 douaniers burkinabés qui ont perdu la vie. Et il faut rappeler que c'est quelque chose qui est à nos portes et qu'il faut qu'on fasse preuve de vigilance. Et comme on le dit beaucoup plus... Et peut-être des patrouilles conjointes entre les deux pays dans ces zones-là, justement. Je crois qu'on en a fait un temps entre les deux armées. Le problème des groupes djihadistes, c'est que nous sommes dans ce qu'on appelle les guerres asymétriques. Oui. C'est-à-dire que des gens qui peuvent... invisible. Il peut, quand la personne porte un boubou, il peut dissimuler une kalachnikov dans son boubou, arriver, tirer, disparaître. Donc c'est extrêmement difficile, surtout que maintenant aujourd'hui les gens utilisent des moyens comme les motocyclistes, les motocyclettes qui leur permettent de disparaître assez rapidement dans le paysage. Et c'est extrêmement difficile, c'est-à-dire les gens, ils font le coup de feu, ils disparaissent, il va peut-être cacher les armes quelque part et puis venir se promener avec vous. Donc c'est extrêmement difficile. Et c'est pour ça qu'ils le disent, et je trouve qu'ils le font bien au Burkina Faso, c'est de dire que la lutte contre le terrorisme doit être une lutte systémique. C'est-à-dire que c'est tout le monde. Ce n'est pas une question de militaires, de forces de défense. C'est tout le monde qui doit pouvoir collaborer sur la chaîne de renseignement pour faire en sorte qu'on puisse réduire les nuisances. Dénoncer tout ce qui est suspect, tout ce qui... Au moins qu'il y ait des numéros verts qui permettent aux gens, dès qu'ils se rendent compte quand même qu'il y a des personnes qui ont des attitudes, ou bien des étrangers qui arrivent dans des milieux avec des attitudes qui ne sont pas ordinaires, qu'on puisse au moins donner l'alerte de façon, bien entendu, sécurisée et discrète. Sinon, vous risquez de faire l'objet, vous qui avez donné l'alerte, des représailles, mais qu'on puisse donner l'alerte et permettre vraiment aux forces de défense et de sécurité, et surtout à la chaîne de renseignement. Vous savez, en Europe, le nombre d'attentats qu'on arrive à déjouer, parfois c'est un attentat réussi pour 10, 20, 30 attentats déjoués. Donc il faut réussir à avoir une bonne chaîne de renseignement qui permette de déjouer tous ces attentats-là, sinon ça va être extrêmement compliqué. Et nous, attendons les moyens, n'est-ce pas, de ces processus de renseignement, d'efficacité, de lutte contre ces hommes-là? Je pense qu'au Togo, sur la base de l'expérience que moi-même j'ai, nous avons les moyens, nous avons des services de renseignement qui sont très efficaces.
sauf quand on les utilise pour des règlements de compte politique. Sinon, nous avons des... Et puis, on a un maillage quand même qui permet que chaque fois qu'il y a, comme je l'ai dit, une attitude qui sort de l'ordinaire, rapidement, les gens sont alertés. Mais la lutte contre le terrorisme n'est jamais gagnée d'avance parce que c'est une lutte asymétrique. Et tant que vous avez, le jour où vous avez des foyers de tension, après pour en s'en sortir, c'est pas possible. Mais au Togo, je pense que... Et puis avec la réorganisation qu'on vient de faire maintenant avec des régions militaires, avec des commandements beaucoup plus décentralisés, je pense que la chaîne de l'enseignement est plus efficace. Et puis bon, est-ce qu'on peut dire que c'est grâce à ça qu'on n'a rien dans notre pays? Non, je crois qu'il faut continuer à faire preuve de vigilance et faire en sorte que nous collaborions même avec les pays de la sous-région parce que c'est une lutte aussi qui doit être globale. On ne peut pas lutter contre le terrorisme. Avec la mise en place de G5 Sahel, oui, mais qui n'a pas encore l'équipement nécessaire. Ce n'est que sur papier que... C'est le problème des pays africains. C'est-à-dire que nous n'avons pas les moyens de notre politique sécuritaire et nous sommes obligés de dépendre de donateurs. Et ça pose un réel problème parce que les gens, ils ne donneront que quand ils verront un intérêt réel. Or, aujourd'hui, vous savez que le dispositif, par exemple, Barkhane est dans le Sahel et ce dispositif-là joue déjà un rôle. Et parfois, vous avez l'impression que nous, en Afrique, on crée des missions juste pour pouvoir être financés. Parce que normalement, les États, aujourd'hui, le Togo doit, sur la base de son budget, mettre en place une politique de défense qui permette en réalité de faire face à certaines menaces. Donc, c'est dommage que ça tarde trop. Il y a même, depuis plus de 10 ans, les forces africaines en attente. On ne les a toujours pas. Donc, voilà, l'Afrique n'a malheureusement pas les moyens de sa défense et c'est très préoccupant. Bien pour cette introduction portant justement sur ce fait majeur, parce qu'il est question, n'est-ce pas, de question de sécurité. Alors, venons au débat. Alors, je reçois M. Jerry Tama, avec plusieurs casquettes par le passé. Vous avez été officier de l'armée, vous êtes éditeur, blogueur, écrivain, et vous êtes devenu acteur politique aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que cela vous inspire vous-même en voyant ce parcours? Non, je pense que j'ai toujours, vous savez, il y a une expression que j'aime bien, je suis quelqu'un de super actif. J'ai des amis qui m'appellent homme orchestre, mais je crois qu'on arrive à le faire que si d'abord on a l'énergie, si ensuite on se donne la disponibilité. Il y a beaucoup de choses que vous êtes obligé de supprimer, les loisirs, il y a beaucoup de loisirs que vous êtes obligé de supprimer. Mais je crois que au-delà de nos convictions religieuses, quand on vient sur la terre, il faut réussir, chaque fois que Dieu nous donne les moyens de le faire, il faut réussir à expérimenter beaucoup de choses. Aujourd'hui, depuis 2012, je suis acteur politique, je suis aussi à l'Assemblée nationale. Pour autant, je conserve l'attachement pour certaines choses que je faisais. J'écris toujours, je suis chef d'entreprise puisque je fais vivre quand même des Togolais. Et je crois que c'est une consécration pour la personne que je suis aujourd'hui de dire j'arrive à faire des choses, j'arrive à aider des gens, j'arrive aussi à m'aider parce qu'on trouve une satisfaction morale à faire certaines choses. Et puis bon, on est plutôt content que ça dure. Et jusqu'à quand la prochaine étape? La prochaine étape, aujourd'hui nous sommes... à l'Assemblée nationale, je suis président d'une formation politique. L'objectif de toute formation politique, c'est la conquête du pouvoir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est député, président d'un groupe parlementaire. La prochaine étape qui peut s'appréhender dans le moyen, pas forcément court terme, mais dans le moyen terme. Oui, la prochaine étape, c'est d'avoir plus de députés à l'Assemblée nationale, de pouvoir peut-être un jour avoir suffisamment de députés pour, pourquoi pas, avoir un poste de Premier ministre. Et puis bon, après, oui, la conquête de la magistrature suprême. C'est cela. Cela vous tente. Vous avez déjà fait l'expérience en 2015? Oui, j'ai fait une expérience en 2015 en disant que je pense que quand vous prenez la réalité sociopolitique togolaise, il faut reconnaître certains paramètres. Le premier paramètre, c'est que au Togo, ici, en dehors de M. Faure-Gnassingbé, qui a été président au pied levé, mais il avait quand même un héritage. C'est-à-dire oui, il était le fils de son père. Et donc, c'était plus facile de s'asseoir sur l'héritage politique de son père. Aujourd'hui, il est très difficile pour un acteur politique togolais de se lever et de devenir président au premier test. C'est pour ça, en 2015, nous avons dit oui, nous allons à une élection, mais en se projetant sur du long terme, ou bien moyen terme, en se disant peut-être comme le président est ghanéen, peut-être faire 3 tentatives à la 4e tentative. Donc oui, aujourd'hui nous pensons que nous sommes jeunes, vous le dites si bien, et donc nous devons continuer à asseoir
une idéologie, l'idéologie du net qui consiste à dire on fait la politique autrement. Nous épousons aujourd'hui l'idéologie du centrisme qui a comme élément moteur le pragmatisme et l'humanisme. Et donc aujourd'hui, nous inscrivons dans toutes ces étapes en disant, ouais, là on a l'Assemblée, ben, il faut rester le plus longtemps possible. Ensuite, il faut prendre des galons, il faut avoir un plus grand nombre de députés. Et puis, ben, quand le moment viendra, oui, on prendra la magistrature suprême. Vous avez testé un temps l'opposition, contre le régime. Non, on est toujours de l'opposition. C'est ça. Mais vous parlez de centrisme. Oui, non, c'est-à-dire qu'en fait, vous savez, au Togo, il y a trois définitions de l'opposition. La première, c'est celle qu'induit la loi. La loi dit que pour être un parti de l'opposition, il faut être à l'Assemblée nationale et se définir en envoyant un courrier au bureau en disant « je suis de l'opposition ». Si vous prenez cette définition qui est assez restrictive en ce qui concerne le Togo, aujourd'hui, vous n'avez que 5 partis de l'opposition, parce que vous avez 5 partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Ça, c'est la première définition. Il y a une définition qui va être la définition universelle, c'est que toute formation qui n'est pas dans la majorité gouvernementale est de l'opposition. Et donc aujourd'hui, parce que je ne vais pas en train de renier à l'ANC, à la CDPA, au PNP, leur statut de parti de l'opposition au seul motif qui ne sont pas à l'Assemblée. Voilà. Donc, quand vous prenez la définition... Parce qu'il y a l'opposition extra-parlementaire. Voilà. Ça, oui. Quand vous prenez cette définition universelle, c'est que quand vous n'êtes pas dans la majorité gouvernementale, c'est que vous êtes de l'opposition. Mais vous pouvez être dans l'opposition en ayant... Malheureusement, on n'a pas tout copié, mais vous pouvez être de l'opposition en étant centriste, parce que le centrisme est une idéologie politique. C'est pour ça qu'il dit le centrisme, c'est le pragmatisme et l'humanisme. Vous pouvez être centriste. Ni à gauche ni à droite, c'est ça? Non, c'est pas ni à gauche ni à droite. C'est ça. C'est ça. Oui. Vous pouvez être centriste quand vous pouvez être socialiste, quand vous pouvez être libéral et ainsi de suite. C'est ça. En fait, le centrisme n'est pas le fait de ne pas avoir de bord politique, mais c'est une idéologie politique au même titre que le socialisme, au même titre que le communisme, au même titre que le libéralisme, ainsi de suite. Donc c'est pour ça que quand on parle de centrisme, peut-être parfois les Togolais ne comprennent pas, on dit ah ouais, ils sont ni à gauche ni à droite. Non, nous ne sommes pas, tant que nous ne sommes pas dans la majorité gouvernementale, nous sommes de l'opposition, mais on parle du centrisme parce qu'on épouse les idéaux du centrisme, qui est aujourd'hui une idéologie que beaucoup de grands partis en Europe partagent. Mais quel est le centriste? Macron est centriste, il y a énormément de partis aujourd'hui qui sont centristes et qui l'assument, qui tantôt sont au pouvoir et tantôt ne sont pas au pouvoir. Ce qui n'est pas compris dans la conscience collective du Togo. On va travailler là-dessus. C'est pour ça que vous m'invitez d'ailleurs, pour qu'on puisse expliquer aux gens que quand on dit que quelqu'un est centriste, ce n'est pas une absence de bord politique, mais c'est une idéologie qui est au même titre que le socialisme, ainsi de suite. C'est une idéologie qui a ses canevas, qui a ses éléments, et on a même à l'échelle internationale des regroupements de centristes. Il y a des centristes qui sont au pouvoir, comme il y a des centristes qui sont dans l'opposition. C'est ça. Monsieur Diritam, peut-être une question un peu personnelle et particulière. Êtes-vous fier dans l'hémicycle par rapport aux conditions d'organisation des élections législatives du 20 décembre? J'aurais souhaité que les élections du 20 décembre s'organisent avec une participation plus inclusive. Mais au même moment, vous savez, nous, le 27 juillet 2017, nous avons fait un congrès où on a fixé les caps. Aller à la CENI, aller aux élections législatives et espérer avoir 5 sièges à l'Assemblée. C'était notre objectif et nous sommes restés constants sur cet objectif-là. Donc oui, nous avons eu une crise en 2017, crise qui a fait appel à la CEDEAO qui est venue, et nous, les partis qui n'étions pas encartés, ces 14 réunions, nous avons été considérés comme pas suffisamment importants pour participer au dialogue. Les différents partis ont donné le quitus à la CEDEAO de pouvoir mettre en place une feuille de route. La CEDEAO a décidé que les conditions étaient réunies pour organiser des élections législatives le 20 décembre. Nous avons respecté cette instance supranationale et nous sommes allés aux élections. Maintenant, c'est un choix. Aujourd'hui, on a une assemblée avec 91 députés. Nous sommes à la tête d'un groupe parlementaire, l'UFC est à la tête d'un groupe parlementaire. Nous essayons de faire les choses pour faire en sorte que les éléments les plus importants qui sont prioritaires, que les Togolais attendent, à savoir les élections, les réformes constitutionnelles, qu'on puisse les avoir dans les meilleurs délais, les élections locales, qu'on puisse les avoir dans les meilleurs délais, et qu'enfin on puisse avoir aussi des députés qui sont comptables de l'action, non seulement de l'Assemblée nationale, mais qui contrôlent de façon directe le gouvernement. Donc voilà, maintenant après, moi je dis toujours qu'il faut peut-être donner à cette Assemblée-là une année pour voir exactement les résultats qu'elle doit pouvoir avoir. Mais aujourd'hui, j'aimerais quand même préciser que cette Assemblée ne souffre
aucun souci, ni de légitimité, ni de légalité. Parce que l'article 146 de notre Constitution dit que toute légitimité est issue de la Constitution. Donc à partir du moment où l'Assemblée nationale qui est installée aujourd'hui a été validée et on a considéré qu'elle était conforme aux différents éléments de notre Constitution, mais aujourd'hui, il n'y a absolument aucun souci de légitimité. L'égalité, on n'en parlera pas encore, parce que, bon, écoutez, on n'est reconnu pas toutes les instances étatiques, donc il n'y a pas de question de légitimité et de légalité. Mais la légitimité étant conférée par la Constitution, voilà, il n'y a pas de souci. Maintenant, après, comme je le dis, j'aurais souhaité qu'on ait une élection plus inclusive. Aujourd'hui, vous savez, l'opposition parlementaire, c'est 15 sur 91. On ne va pas non plus proposer pour ça. Parce que quand vous êtes 15 sur 91, tout l'ensemble des décisions, vous êtes obligé de négocier. Parce que si ça va uniquement en plénière, ben, vous ne pesez pas grand-chose. Au même moment, c'est vrai que si l'ancienne législature à 29, ce n'était pas non plus une majorité, mais il n'en reste pas moins qu'on aurait souhaité avoir plus de députés de l'opposition. Mais aujourd'hui, ce qui est le plus important, à notre sens, c'est les résultats. Si on a de bons résultats, si on arrive à faire d'ici le premier semestre de 2019, les réformes constitutionnelles, les élections locales. Élections locales, je rappelle quand même que c'est depuis 1986 qu'on a fait d'élections locales, que depuis 2013, mars 2007, on a voté une loi portant organisation des élections locales et qu'on ne l'a toujours pas encore appliquée. Et que si nous arrivons à faire ces deux éléments qui sont importants dans le premier semestre de l'an 2019, je pense qu'on sera acclamé. Si on n'arrive pas à le faire, on nous reportera les mêmes griefs qu'on a reportés à l'ancienne Assemblée. En fait, dans quelle mesure ça peut peser dans ce genre de décision? Est-ce que ce n'est pas beaucoup plus politique au niveau des états-majors des partis que dans la représentation nationale, c'est cette décision, ces réformes qui doivent être opérées? Non, je pense que vous savez, en politique, vous avez ce qu'on appelle le lobbying. Le lobbying consiste à pouvoir discuter avec des adversaires politiques et à leur faire présenter les avantages et les inconvénients de certaines mesures. Ça se fait bien entendu au niveau des appareils. Et ça se traduit maintenant sur le terrain au niveau de l'Assemblée nationale, parce que c'est l'Assemblée nationale qui vote par exemple une réforme constitutionnelle, mais s'il n'y a pas une volonté des appareils politiques, bien entendu qu'il n'y aura pas de réforme constitutionnelle. Aujourd'hui, j'aimerais quand même reconnaître que nous connaissons les équilibres qu'il y a à l'Assemblée nationale. C'est qu'on a pour unir 18 pour les indépendants et 14 pour les partis de l'opposition. Donc s'il n'y a pas un lobbying qui est derrière et que vous dites tout simplement que nous voulons, nous exigeons, vous allez exiger, les autres ils vont vous regarder en rigolant en disant ben, allez faire, on va voir. Donc aujourd'hui il y a une obligation de composer, d'échanger, de discuter et de faire mettre devant l'intérêt qu'il y a par exemple à faire les élections locales et l'intérêt qu'il y a par exemple à faire les réformes constitutionnelles eu égard aux engagements que même le gouvernement a pris lors du sommet extraordinaire de la CEDEAO le 22 décembre, où ils sont engagés quand même à faire les réformes constitutionnelles dans les meilleurs délais. Donc aujourd'hui, il y a des étapes, on en parlera sans aucun doute à l'Assemblée nationale, mais une fois que ces étapes seront achevées, il est évident qu'il faudra, comme premier chantier de l'Assemblée nationale qui sera mis en place, la question des réformes constitutionnelles. Est-ce que le terrain s'y prête quand on parle de lobbying, de ces négociations à faire auprès des uns des autres? Est-ce que le terrain s'y prête? L'ambiance, l'atmosphère dans les échanges? Aujourd'hui, tout le monde est engagé pour faire les réformes dans les meilleurs délais. Dès que les différentes composantes, les différents organes de l'Assemblée nationale seront faits, tout le monde part du principe aussi qu'il ne faut pas ergoter là-dessus, faire comme ce que l'ancienne législature a su faire, chipoter sur des petits détails. Aujourd'hui, je pense que les éléments les plus importants des recommandations de la CEDEAO qui ont été reportés par l'expert de la sénégalais. Oui. Aujourd'hui, ces éléments-là, si on peut avoir des élections à 2 tours, la limitation du mandat, une recomposition de la Cour constitutionnelle, je crois que ça peut être un élément sur lequel on peut travailler. Après, il n'y a pas de limitation en termes de révision constitutionnelle. Au bout d'une année, la nouvelle Assemblée peut s'asseoir, étudier de façon précise les éléments qui sont peut-être incomplets dans notre Constitution et puis faire une seconde révision. C'est pas interdit. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'urgence serait plutôt d'avancer rapidement dans ce dossier. Parce que vous savez, aujourd'hui, quand vous rencontrez quelqu'un, même qui n'a aucune activité, vous lui dites, mais ça ne marche pas, il vous dit que c'est parce qu'on n'a pas fait le reforme que ça ne marche pas. Voilà, donc il faut qu'on évacue cette histoire-là et qu'on s'occupe des vraies questions de développement, parce que c'est ce que, à la limite, c'est là où le peuple togolais nous attend. Actuellement, il y a une apparente accalmie sur le fond politique.
ça fait un temps qu'il n'y a plus de marche de l'opposition dans les rues. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça veut dire qu'on a réglé les problèmes? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus possibilité de faire encore des revendications d'ordre politique Non, d'abord, ce n'est pas qu'il n'y a pas une accalmie, c'est qu'il y a des tentatives de mobilisation qui n'ont pas réussi. On a eu une tentative le 31 décembre 2018 et une autre le 26 janvier dernier. Bon, elles n'ont pas eu les mêmes réussites que ce qu'on a pu constater dans le pays, surtout en 2017. Mais il n'en reste pas moins que, et nous le disons à ceux qui sont au pouvoir, qu'il ne faudrait pas avoir l'impression que peut-être la faible mobilisation qu'il y a eu ces derniers temps à l'appel de manifester de certaines formations politiques est un renoncement par rapport à certaines revendications. Aujourd'hui, nous avons un pays où le taux de chômage est encore très élevé, surtout de tous emplois. Nous avons un pays où le secteur social, l'accès à l'eau, à l'électricité, aux services sociaux de base reste encore assez préoccupant, à des seuils assez préoccupants. Et donc, il ne faudrait pas penser que c'est parce qu'on a fait des manifestations qui n'ont pas mobilisé autant que ça veut dire que sur le front social, tout va bien. Donc, je crois que l'accalmie va permettre certainement aux opérateurs économiques, que je suis d'ailleurs, de se refaire un peu. Mais il n'en reste pas moins que si le gouvernement ne s'occupe pas du front social et comprenne qu'il y a énormément de frustration dans notre pays. C'est très simple, il y a énormément de frustration et que ces frustrations-là doivent être prises en compte avec un langage qui doit être un langage rassembleur, un langage de nation, que de rentrer dans les débats qui divisent, qui clivent. Oui, je pense que oui, si on arrive à le faire, on va être peut-être tranquille durant un certain temps. Sinon, c'est d'autres éléments, on l'a vu dans beaucoup d'autres pays, quand le front politique se calme, c'est le front social qui va, et ce front social-là n'a pas souvent des leaders identifiables avec qui on peut raisonner. Voilà, donc je crois que ce serait une énorme erreur de considérer que la relative accalmie est un renoncement. Je crois que sur le plan politique, nous on avait déjà dit depuis 2017 que l'excès de toutes choses étant nuisible, l'excès de manifestations finit par essouffler les manifestations. Je crois que c'est beaucoup plus ça. Il faut aussi dire une chose que, sans aucun doute, la relative réussite dans un plutôt climat calme des élections législatives a joué beaucoup plus sur la démobilisation parce que on peut dire qu'il était annoncé que ces élections ne se tiendraient pas et si elles se tenaient, ça devait être dans le chaos le plus absolu. Du fait que ceci n'a pas été le cas et qu'on en parle aujourd'hui, nous avons la légitimité en plus de la légalité. Ceci a sans aucun doute amené certaines personnes à réfléchir un peu sur certains engagements, mais il ne faut vraiment pas pavoiser et considérer que tout est arrêté. C'est ça. Alors, parlons des travaux au niveau de l'Assemblée. Comment ça se passe concrètement? Les commissions sont déjà mises en place Non, normalement, il faut savoir que l'Assemblée nationale a deux sessions. Une session du mois d'avril qui dure 3 mois, une session du mois d'octobre qui dure 3 mois. Mais entre ces deux sessions, on peut éventuellement avoir des sessions extraordinaires. Mais c'est vraiment la discrétion de l'Assemblée. Et donc aujourd'hui, nous avons mis en place le bureau de l'Assemblée nationale. Il y a une session extraordinaire pour recevoir le gouvernement avec sa déclaration de politique générale. Et puis ce qui reste maintenant, c'est la mise en place des commissions permanentes. Et une fois que ces commissions permanentes seront mises en place, le vrai travail va commencer. Mais il n'en reste pas moins qu'il n'y a aucune obligation à ce que ces commissions-là soient mises en place avant la session du mois d'avril. Donc, comme vous le savez, il y a beaucoup de formations politiques, il y a beaucoup de sensibilités qui sont à l'Assemblée. Et donc oui, nous sommes aujourd'hui en train de travailler, que ce soit les présidents de groupes parlementaires pour essayer de trouver des points de convergence. Et comme vous le savez, il y a le gouvernement qui a demandé à l'Assemblée de fournir les noms des représentants de la CENI. Donc il y a du travail qui se fait. Il y a encore de l'ouverture pour la CENI en vue des prochaines l'ancien CENI ayant fait son rapport définitif, il y a une nouvelle CENI qui va se mettre en place. Pour les élections locales, sans douter pour les élections présidentielles de juin. Alors, quand vous n'étiez pas au Parlement, à l'époque, vous avez fait beaucoup de propositions, vous écrivez souvent pour un certain nombre de choses. Est-ce que cet élan continue toujours? Oui, aujourd'hui, bon, quand vous n'êtes pas à l'Assemblée, vous écrivez pour mettre vos propositions sur la place publique
en espérant qu'un député ou un groupe parlementaire puisse s'en saisir. Aujourd'hui, nous sommes à l'Assemblée et j'aimerais peut-être aussi, à l'endroit des téléspectateurs, dire que le contrôle de l'action gouvernementale se fait de deux façons. Première façon, c'est ce qu'on appelle l'interpellation. On invite le ministre ou le DG. Mais il y a un deuxième contrôle qui est plus subtil et qui est plus efficace au moment, c'est les questions écrites. C'est-à-dire que vous pouvez saisir n'importe quel ministre ou bien n'importe quel DG en tant que député en question écrite. De façon personnelle, individuelle ou bien de façon au nom de votre groupe pas forcément au nom de votre groupe, en tant que député, parce que chaque député est le représentant de la nation. Et donc, c'est sur ces éléments-là que nous comptons agir. Et donc, vous comprenez bien que si vous posez une question écrite à un ministre et que vous commencez à la mettre sur la place publique, vous lui mettez dans une position qui fait que sa réponse sera forcément manipulée, entachée par le bouquin que vous en avez fait. Parce que c'est un peu comme si vous lui forcez la main, alors que vous pouvez avoir, bien entendu, des réponses qui soient plus techniques. Et donc, aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus dans cette approche, sans compter le lobby habituel qui consiste à aller rencontrer des ministres ou bien des cadres supérieurs pour comprendre certains fonctionnements et éventuellement faire d'autres propositions. Donc, nous sommes beaucoup plus, en attendant l'ouverture de la session ordinaire, beaucoup plus sur ce lobby-là, questions écrites et rencontres privées. Et maintenant, quand l'Assemblée se retrouvera, on pourra en ce moment envisager des interpellations pour que, comme les séances à l'Assemblée sont des questions, des séances ouvertes, pour que le peuple puisse suivre en réalité les réponses que nos ministres et autres hauts commis d'État nous donneront à l'Assemblée nationale chaque fois qu'on les interpellera. Avec l'obligation de rencontre à votre base, où on vous a élu, est-ce que vous avez une tête à retourner? Nous, depuis le 20 décembre, ou bien on va dire depuis le 20 décembre, nous sommes quasiment toutes les 2 semaines à notre base, parce que nous pensons que il faut qu'on fasse la politique autrement. Un député n'a pas de budget. Donc, il ne peut pas dire je vais construire une route, il ne peut pas dire je vais construire un bâtiment. Mais il faut d'abord une obligation de rendre compte. Qu'est-ce qu'on fait à l'Assemblée? Et ensuite, écouter quels sont les problèmes qui se passent dans la circonscription. Les problèmes que parfois on peut régler tout simplement par le lobbying, comme je le disais. Voir un préfet, parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien, le préfet aura toujours obligation de recevoir le député de la localité. Et ça peut se régler. Nous, toutes les 2 semaines, on y est, on retourne pour leur dire ce qu'on fait et ce qu'on compte faire. Et on espère que nous aurons toujours l'énergie pour le faire, mais nous nous engageons à le faire. Avec possibilité aussi de vous faire des propositions, n'est-ce pas? De vous interpeller comme vous le faites pour le contrôle de l'action gouvernementale. Oui, bien sûr, bien sûr. Je crois que parfois même nous sommes obligés, quand nous allons sur le terrain, d'insister à ce que les populations posent les questions, parce que malheureusement, je pense que d'autres formations qui nous ont précédés n'ont pas habitué les populations à ces échanges constructifs. Vous allez vous parler, et puis après, quand ça finit, on dit il y a des questions, on dit non, il n'y en a pas, parce que les gens ne sont pas habitués à ce qu'on leur donne les paroles. Aujourd'hui, il faut libérer la parole, il faut la donner aux populations, pour que les populations puissent comprendre. Parce que, je donne un exemple très simple. Il y a les élections locales qui vont arriver. Ça fait près de 25 ans qu'on a pu faire des élections locales aujourd'hui. Il faut pouvoir expliquer comment est-ce que les élections locales vont se faire. Les gens ne comprennent pas comment cette histoire de liste, puisqu'on a saucissonné maintenant les préfectures, c'est quoi une commune, pourquoi est-ce qu'une commune parfois fait 4 ou 5 villages, et il faut pouvoir expliquer aux populations. Parce que les gens vont se retrouver lors des élections avec des listes de 23, 24, 25 sans savoir, mais en fait, et quel est même le rôle du conseil municipal, quel est le rôle d'une commune dans le fonctionnement, dans le développement endogène de localité. Et aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire s'associer pour dire aux gens, il y a les élections locales qui arrivent, pourquoi on fait les élections locales, quels sont les intérêts, les avantages, et puis allez vous inscrire sur les listes. Donc voilà, nous le faisons assez régulièrement, on verra le résultat. Sauf qu'il n'est plus possible, peut-être, je ne sais pas, de faire une révision de liste électorale, parce que vous savez, tout ce qui avait entaché le recensement électoral à l'époque, avec cette boycott d'une partie de l'opposition. Bon, après maintenant, comme je l'ai dit, même s'il y a une révision de liste électorale qui doit se faire, c'est la CENI qui sera mise en place, qui va appréhender et faire une proposition. Et malheureusement, ce qu'on peut peut-être déplorer, moi on en a parlé tout à l'heure, c'est qu'il y a une bonne partie de ceux qui avaient appelé à boycotter, qui ne pourront plus siéger à la CENI au titre des partis parlementaires. Et même s'ils doivent siéger au titre des partis extra-parlementaires, ils doivent avoir l'onction des partis parlementaires, puisque c'est l'Assemblée nationale qui élit
les partis parlementaires et la société civile. Donc, c'est un peu plus compliqué, mais je ne veux pas me substituer à la CENI. Je crois qu'il reviendra à la CENI de voir si, dans le chronogramme qui sera mis en place, est-ce qu'il sera bienséant de faire une révision de liste avant les élections locales et une révision de liste avant les élections présidentielles, ou alors on fait une seule révision qui va prendre les 2 élections à venir, mais il revient normalement à la CENI au vu de son chronogramme et au vu de son cahier de charge de dire s'il y aura une révision, il n'y en aura pas, bien entendu en consultant le gouvernement. Et nous, à l'Assemblée nationale, nous donnerons notre point de vue par le biais de nos représentants que nous avons à la CENI. C'est ça. Alors, en tant que vous parlez de groupe parlementaire, rapidement pour la gouverne, ceux qui nous suivent, c'est qui est le chef de groupe parlementaire? Quelle est son attribution, ses attributions? Non, à l'Assemblée nationale, cette année, sur la législature dernière, il fallait 9 députés pour avoir un groupe parlementaire. Cette année, on est descendu à 4. Un groupe parlementaire représente un certain nombre de députés sur le plan politique. Alors, pourquoi est-on descendu à 4? Parce que par manque de... Non, vous savez, à chaque nouvelle législature, les députés se réunissent et revoient leur règlement intérieur. À la 4e législature, par exemple, c'était 4 pour créer un groupe parlementaire. À la 5e, on est monté à 9 et on est redescendu à 4 aujourd'hui. Donc en réalité, et je crois aussi aujourd'hui aussi que avoir des groupes parlementaires avec un si peu nombre de députés permet d'avoir une diversité. Parce qu'un groupe, voilà, le fonctionnement à l'Assemblée tourne beaucoup autour des groupes parlementaires qui donnent souvent des consignes de vote et qui animent en réalité politiquement la vie parlementaire. Donc voilà, c'est ceci qui donne un peu plus de poids, mais surtout exprime les différentes sensibilités. Je vous ai dit tout à l'heure que nous, on se reconnaît au niveau du centrisme. Vous savez qu'entre-temps, on avait même créé le groupe des centristes avec le PDP et le CPP. Aujourd'hui, nous sommes... Ça tient toujours? Ben oui, ça tient toujours. Aujourd'hui, nous sommes dans le groupe parlementaire Net PDP parce que nous partageons les mêmes convictions. Et le fait d'avoir plusieurs groupes parlementaires permet d'affirmer davantage son identité. Alors que quand vous vous mettez avec d'autres personnes et que vous n'avez pas soit la même idéologie ou la même identité, vous êtes obligé systématiquement de composer, c'est compliqué. C'est ça. Et donc, le rôle de ce chef de groupe parlementaire, c'est... Voilà, le rôle de chef de groupe parlementaire, comme je l'ai dit, c'est d'animer et de pouvoir régulièrement donner les consignes de vote en ce qui concerne le fonctionnement de l'Assemblée. Sans forcément se référer à l'état-major de sa formation politique? Il est évident qu'il se référera toujours au chef de l'état-major de son... Surtout, par exemple, nous sommes de formation, on se référera toujours à nos partis politiques respectifs. Mais il n'en reste pas moins que cette mission est très importante dans le fonctionnement d'une Assemblée nationale et même de nos institutions, parce que les présidents de groupe parlementaire, quand il y aura des sujets très importants, un président de groupe parlementaire donne la position de son groupe et ceci suscite les débats. C'est lui qui prend la parole. C'est lui qui prend la parole. Vous avez vu le 23 décembre et janvier dernier, quand le gouvernement est venu faire sa déclaration de politique générale, on a donné, avant de participer aux autres, on a donné quitus aux différents groupes parlementaires de donner leur consigne de vote et d'expliquer pourquoi est-ce que ces groupes-là donnent ces consignes de vote. Donc c'est ça qui donne en réalité de la vitalité au fonctionnement de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui on en a 3, mais il faut aussi savoir qu'en vertu du règlement intérieur, à n'importe quel moment, des députés peuvent se mettre ensemble et créer un groupe parlementaire. C'est ça. Alors quitter l'autre chapelle ou d'autres? C'est possible que des députés quittent une chapelle, l'essentiel, de toute façon, le mandat impératif étant interdit au niveau de l'Assemblée, des députés peuvent décider, on l'a vu dans l'ancienne législature, on a eu le PDP qui a perdu son parti, le CAR qui s'est éclaté, l'UFC qui a perdu Dumont Auré. Donc il n'y a absolument rien qui interdit un député de quitter son parti politique. Maintenant, nous espérons que nous ferons mieux, que nous allons garder les différents appareils tels qu'ils étaient au début de la législature jusqu'à la fin de la législature. Alors, revenons encore sur le contrôle de l'action gouvernementale. Dans la pratique, comment cela se fait? Dans la pratique, il faut qu'un député, pour lancer une convocation à un ministre, qui est obligé de venir, soit lui-même, la plupart du temps, si la convocation est pour lui, il vient accompagné éventuellement de cet technicien et donc répond aux questions des députés suivants, bien entendu. Avec l'aval du bureau de l'Assemblée, c'est ça? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que les députés font une convocation en précisant le thème sur lesquels et les questions, les thèmes généraux sur lesquels la personne va être interrogée.
le ministre ou alors le DG ou tout ce que vous voulez arrive, et puis donc suivi le mitraillage des députés, mais suivant une procédure bien entendu qui est bien huilée. Hein. On ouvre une liste, les personnes se font inscrire sur la liste, posent des questions, le ministre répond et on ouvre une seconde liste jusqu'à l'épuisement de toutes les listes. Et donc oui, ça se fait souvent aux sessions, soit ordinaires ou bien extraordinaires, mais il y a un délai entre le dépôt de l'interpellation et l'arrivée du ministre. Tout ça. Rencontre échange, nouveau numéro, nous parlons de la vie parlementaire avec la nouvelle législature qui a pris fonction depuis janvier dernier, Jerry Tama, président du groupe parlementaire. Mon invité, c'est avec lequel nous faisons le tour de ces questions portant sur la vie au Parlement. Vous avez un nouveau bâtiment depuis... Tout neuf et qui est très beau, d'ailleurs, il faut le reconnaître. Je regrette. C'est bien équipé? Bon, c'est la seule chose que je peux dire, mais c'est peut-être par rapport à ma taille, la plénière a des chaises un peu trop petites, mais c'est conçu par les Chinois. Peut-être je pense que les Chinois n'ont pas tous la même taille que moi. Mais sinon, on a un bâtiment qui est fonctionnel. Je peux à la limite regretter un peu que nous en soyons. Il y a un bâtiment de 15 milliards, 10 milliards de dons de la Chine et 5 milliards du Togo. Je considère que sur des questions de souveraineté comme l'Assemblée nationale, qu'il aurait été plus souverain en faisant cette sociologie, que notre Assemblée nationale soit construite uniquement sur nos fonds propres. Mais il n'en reste pas moins que c'est un très beau bâtiment qui en impose, qui est très fonctionnel, qui a suffisamment de bureaux. Aujourd'hui, tous les députés ont un bureau, ce qui n'existait pas dans l'ancienne législature. Et je crois que c'est quelque chose de bien qui va permettre comme ça. Vous savez, il y a des députés qui quittent l'intérieur du pays, qui arrivent ici, et finalement, c'est dans les bars qu'on se retrouve, ou bien pas toujours même dans les maisons. Et donc aujourd'hui, chaque député peut quand même inviter des gens qui sont à Lomé ici, ou bien qui veulent le rencontrer, pour se retrouver ensemble, pour débattre de certaines questions qui sont des questions importantes qu'on peut pouvoir amener en plénière. Donc oui, on a donc de bonnes conditions de travail et de bons moyens aussi, n'est-ce pas? Oui, je pense. Non, honnêtement, en ce qui concerne les conditions de travail, je dois dire qu'on a un bâtiment fonctionnel qui a été bien réfléchi. Et bon voilà, maintenant après, il ne suffit pas de rester dans des bâtiments, il faut travailler. Les mesures d'accompagnement? Non, je crois aussi que je ne maîtrise pas encore tous les détails parce que on n'a pas encore tous les éléments. Mais aujourd'hui, le député, depuis que sur l'ancienne législature, les députés ont revu quand même les conditions de travail et même de traitement des députés, je pense quand même que même si nous sommes encore très loin par rapport aux députés de la sous-région, par rapport au niveau de vie togolais, les députés quand même sont plutôt bien traités. Et ça, tout le monde a été d'accord là-dessus. Hein, oui, c'est le seul sujet sur lequel tout le monde était d'accord. Ben voilà, maintenant, après, toutes les corporations, tout flatteur vieux dépend de celui qui l'écoute. Donc, toutes les corporations essaient de défendre un peu leurs intérêts. Voilà, tant que ce n'est pas un budget qui est enlevé sur d'autres secteurs au profit exclusivement des députés, tant que nous avons un budget qui évolue dans l'ordre de 14 à 20% toutes les années et que en réalité c'est fait sans pénaliser notre secteur. Oui, mais je répète encore, comparativement à beaucoup d'autres députés de la sous-région, on est très loin. C'est ça. Mais bon, il faut commencer par quelque chose. Ok. Alors peut-être cette question qui ne vous concerne pas. Hein. On a appris cette semaine que la C14 a tenu un conclave. Bon, je dis que ça ne vous regarde pas, mais quel est votre avis là-dessus? Bon, je pense que quand vous faites une activité, il faut faire un bilan. Je suppose que dans une autre vie, j'avais participé aussi au conclave de l'opposition. Je suppose qu'il est toujours important de faire le point, d'analyser le chemin parcouru et puis de savoir exactement comment est-ce qu'on reprend l'engagement dans lequel nous sommes. Vous savez, j'ai toujours dit que dans ce pays, nous, au niveau du net, nous souhaitons l'alternance. J'ai 44 ans aujourd'hui. Quand je suis né, c'était un Yassingé qui était au pouvoir. J'aimerais quand même, peut-être à mes 45 ans, avoir un autre président au pouvoir. Un autre don. Voilà. Et je souhaiterais aussi, et ça reste l'une de nos convictions, c'est qu'aujourd'hui, dans notre pays, il y a très peu de formations politiques qui, à elles seules, peuvent réaliser l'alternance tant voulu. Donc, il faut une convergence. Pas forcément une question de candidat unique, mais il faut une convergence de positions. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des élections à deux tours. Il est évident que si nous avons des élections à deux tours, par un mécanisme
de report de voix au deuxième tour, on peut peut-être avoir l'alternance le plus rapidement possible. Je vous l'ai dit tout à l'heure que je déplore que l'ensemble de l'opposition ne soit pas au niveau de l'Assemblée. J'espère que les différentes réflexions vont faire en sorte que pour les élections locales, que l'ensemble de l'opposition y soit représenté, et surtout pour les élections présidentielles, que tout le monde soit représenté. Parce que, comme je l'ai dit, il n'y a aucune formation aujourd'hui qui ait la capacité à elle seule de faire face à l'armada que constitue UNIR. Mais il est évident que si chacun, par exemple dans le côté d'une élection à 2 tours, chacun va travailler dans son fief, dans son réduit, là où il sait qu'il a de la force, c'est autant de voix qui vont être arrachés à UNIR, et ça nous permettrait éventuellement d'avoir 2 tours. Même si on a un 2 tours, même si le UNIR a 49% et le deuxième de l'opposition a 15%, la réserve de voix reste au niveau de l'opposition et la dynamique peut faire que ça change. On l'a vu en Guinée il y a de cela quelques années. Donc aujourd'hui, la question c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour que l'opposition soit plus forte. Parce que 15 à l'Assemblée, c'est encore très peu. On a 117 communes, il faudrait que l'opposition puisse prendre une grande partie de communes, et surtout que lors des élections présidentielles en 2015, que l'opposition montre sa capacité, en 2020 plutôt, que l'opposition montre sa capacité à réaliser l'alternance. Pour le moment, c'est notre avis, aucun parti. Vous savez, cette année, on a eu 5% d'électorat. Sur un scrutin qui a eu 59% de taux de participation. Ça, ce sont les chiffres officiels. Ben, il est évident que nous avions présenté que 13 listes. Il est évident que si nous continuons sur notre lancée, et que si c'était juste des mathématiques, on peut espérer que sur les 30 listes, qu'on aurait pu peut-être avoir 10%. Dans une élection à 2 tours, celui qui a 10% reste quand même une valeur d'ajustement. Parce que il faut compter là-dessus. Donc aujourd'hui, nous pensons qu'il faut que toutes les forces politiques, que ce soit dans des regroupements pour ceux qui veulent faire des regroupements, ou que ce soit de façon monolithique comme nous le faisons, qu'on se batte pour, en 2020, créer les conditions de réalisation d'une alternance. Pour moi, je pense qu'au premier tour, ce sera extrêmement compliqué. Mais si nous arrivons à avoir un deuxième tour, le parti ou bien le regroupement qui aurait réussi à passer au deuxième tour aurait réuni beaucoup de chances. Parce qu'il est évident que nous appellerons à voter le parti de l'opposition, même si certains malins passent leur temps à ne pas nous trouver suffisamment la bonne couleur pour être de l'opposition. Oui, c'est aussi votre cas particulier. Hein. On a du mal à vous situer. Non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que, vous savez, qui veut noyer son chien, l'écurie de Reich. Depuis 2012, nous n'avons jamais tenu le moindre discours qui encense le gouvernement. Nous avons, de temps en temps, quand nous trouvions que nos amis il faut même le dire, nos amis regroupés avec des attitudes qui ne nous paraissaient pas correctes, je pense que la liberté de parole et de ton qui revient à un acteur politique, c'est de dire, écoutez, sur ce point-là, ne sommes pas d'accord, puisque eux aussi font exactement la même chose pour nous. Mais ça ne veut pas dire que, parce qu'un jour vous avez dit, ah, c'est une marche de trop, donc on considère que non, vous avez dit une marche de trop, ben, c'est que vous êtes une partie au pouvoir. Mais je me souviens, il n'y a pas de cela longtemps, des partis qui sont aujourd'hui ensemble. Lors d'une émission, un des grands responsables de ces partis avait dit qu'il combattra cet autre parti-là avec la même énergie que le parti UNIR. Et puis, quelques années plus tard, ils sont retrouvés. Donc, c'est le jeu normal des partis politiques. On passe notre temps à essayer de diaboliser l'autre pour peut-être récupérer soit ses idées, soit son électorat, ainsi de suite. Mais nous, ça ne nous a jamais posé de problème existentiel ou bien identitaire qu'on nous associe à UNIR ou ainsi de suite. Parce que, à la fin de la journée, c'est quel est votre discours? Là, par exemple, on est en train de faire 1 heure de discours et d'émission. Oui. Il y a des propos que je tiens et je continue à dire que si nous sommes dans une situation peu envisageable, la responsabilité en incombe entièrement à ceux qui dirigent le pays depuis des dizaines d'années. Mais quand on a fini de le dire, on est obligé d'ajouter que si nous n'arrivons pas à reconnaître l'alternance aussi, c'est parce qu'au niveau des stratégies d'une partie de l'opposition, ces stratégies-là ne sont pas gagnantes, parce que vous ne pouvez pas systématiquement et de façon permanente dire que si vous ne réussissez pas, c'est la faute à l'autre. Au bout d'un certain temps, il faut peut-être faire son bilan, et j'espère que le bilan dont le conclave dont vous parlez concerne le bilan qui est de rigueur pour qu'on puisse peut-être améliorer les stratégies futures. Mais il faut que tout cela s'arrête un jour, n'est-ce pas, M. Guérita? Non, je ne pense pas que la politique, oui. la crise en politique est permanente. En réalité, c'est qu'une concession, cet îlot dans la sous-région et qui n'a pas encore répondu à ce... Oui, non, si on parle d'alternance, oui, moi, je considère que je souhaiterais
que 2020 soit l'année de l'alternance au Togo. Mais il ne suffit pas de dire oui, comme j'ai entendu certains personnes, oui, mais qu'ils partent, qu'ils démissionnent. Quand vous dites ça, c'est bien. Peut-être votre femme ou bien votre copine ou bien votre enfant vous dit, oh non, non, le papa, il est bon, mais à la fin, le monsieur est assis là-bas. Donc c'est bien de plastronner, de bomber le torse en disant oui, démission, tout ça. Mais à la fin de la journée, ça ne change rien. C'est là où je parle de stratégie. Aujourd'hui, nous pouvons, hypothèse numéro 1, dire, ben, si les gens sont restés au pouvoir aussi longtemps, c'est parce qu'ils ont des pratiques prédatrices du pouvoir. Nous pouvons aussi dire que si nous ne réalisons pas, c'est parce que nos stratégies de contestation du pouvoir ne sont pas opérantes. Quand vous voyez comment est-ce qu'on s'est fait complètement éparpillé par la CEDEAO, qui a considéré que toutes les conditions étaient réunies et qui a mis un terme à la médiation où nous nous retrouvons aujourd'hui, avec un résultat qui est quasiment, je ne vais pas dire insignifiant, mais qui est assez léger entre les espoirs que le du 9 août ont pu susciter dans ce pays et puis le résultat. Oui, je pense qu'il y a une obligation de remise en cause. Et cette remise en cause-là, elle ne doit pas être uniquement celle de tous les acteurs, mais elle doit être celle de l'ensemble de la classe politique de l'opposition. Ce qui a été malheureux, c'est que nous sommes rentrés assez rapidement dans une phase où on étiquette les gens, on dit oui, lui n'est pas un vrai opposant, lui il est vrai. Alors que quand on soulève un peu le voile là, parfois on est assez inquiété par ce qu'on découvre sous le pagne, mais bon, ce n'est pas l'objet de l'émission. C'est ça. Bien, alors peut-être encore un mot sur la situation, ou je voudrais qu'on parle aussi d'autres choses du pays. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, vous avez dit, c'est bien, il faut que toute personne qui nous écoute et qui a des amitiés avec les acteurs politiques, il faut dire que nous devons comprendre que nous avons un seul pays, le Togo. C'est un pays, on n'en a pas deux. En tout cas, personnellement, j'en ai pas deux. C'est le seul qu'on a. Et qu'il faut qu'au-delà de nos batailles politiques, il faut qu'on pense quand même que nous avons la construction de notre nation et que le dialogue doit être le maître mot. Moi, vous savez, j'ai été choqué quand, pendant le dialogue, qu'on puisse dire que des représentants de la CEDEAO sont arrivés et ont demandé aux Togolais, aux protagonistes à l'époque, de dire, bah, écoutez, entre les deux rencontres, vous n'avez pas échangé, voilà, trouvez-vous, asseyez-vous, échangez et proposez-nous quelque chose et que les gens n'aient pas pu le faire. Vous savez, le Togo, les acteurs politiques togolais auraient pu dire qu'on reporte les élections du 20 décembre. Si c'était une mesure acceptée, collégiale, ben, aucune entité extérieure ne peut forcer les acteurs politiques d'un pays à faire des élections. Mais si vous n'arrivez pas à vous entendre, que vous restez dans des postures de rejet, de négation de l'autre, on se retrouve dans cette position bancale. Donc ce que moi je peux dire pour la situation togolaise, c'est de faire en sorte que, au-delà de nos divergences, de notre diversité, on puisse comprendre que sur des questions engageant l'intérêt supérieur de la nation, on doit pouvoir s'asseoir et se parler. Je voudrais parler, on est dans un week-end électoral, on vote aujourd'hui au Nigeria, c'est samedi, et puis demain dimanche au Sénégal. Un mot là-dessus rapidement? Pour moi, le Nigeria, j'ai assez de craintes parce que vous savez, le Nigeria, c'est plus de 200 millions d'habitants. 84 millions d'électeurs. Voilà, 84 millions d'électeurs depuis plusieurs années. Souvent, la veille des élections, ça se passe bien, c'est le lendemain. Voilà, donc je pense les crises post-électorales. Les crises post-électorales, j'ai beaucoup de craintes par rapport à ce pays-là, mais bon, je crois que... Avec un report inédit, voilà, mais ce qui est bien, c'est que la plupart des candidats majeurs sont des vieux routiers de la politique, qui se connaissent maintenant depuis plus de 20 ans. Et en ce qui concerne le Sénégal, je crois que le Sénégal nous a toujours surpris assez agréablement par la maturité de ces acteurs politiques, même si ces derniers temps des appels destruction de cartes d'électeurs et tout ça, de l'ancien président était plutôt... Finalement, s'est ressaisi. Ouais, qui s'est ressaisi, Dieu merci. Et je crois que autant je suis très serein en ce qui concerne les lendemains électoraux du Sénégal, autant on peut avoir quand même de grosses inquiétudes, surtout dans un pays qui est frappé par Boko Haram, par le terrorisme, et ainsi de suite. Mais j'ai aussi une grande confiance sur la maturité, surtout des acteurs politiques. Parce qu'en réalité, c'est quand les acteurs politiques font des appels que les militants, les leaders se déchaînent. Parce qu'on en a la maîtrise, parce que parfois on peut être débordé. Oui, mais au moins quand on est débordé, qu'on appelle quand même au calme, ça se calme. Mais c'est quand au lendemain des gens disent qu'ils ne reconnaissent pas les résultats et qu'ils appellent la population A, que assez rapidement ça s'envenime. Donc j'espère que les acteurs politiques majeurs nigériens qui se connaissent de longue date et qui ont cette année quelque chose de particulier, c'est qu'ils sont même
originaires des mêmes milieux. Autrefois, on a toujours eu le nord contre le sud, mais pour une fois, quand même, voilà, les chrétiens, les musulmans, pour une fois, c'est assez curieux. On a quand même des gens qui sont originaires de même milieu, de même religion. Et j'espère quand même que pour ces acteurs majeurs-là, que la raison va prévaloir pour qu'on n'ait pas de lendemain inquiétant et que ce week-end-là soit quand même un week-end où on célèbre la réconciliation, la paix et qu'on célèbre la victoire de la démocratie. C'est ça. Et plus d'un mois après, Félix Tshisekedi n'a pas encore de premier ministre de gouvernement. Nous sommes en RDC. Ben, vous savez, quand vous avez 50 députés, que celui que vous êtes supposé avoir gagné à 350 députés, c'est compliqué. Alors que vous êtes dans un régime de type semi-présidentiel comme le nôtre, où la majorité à l'Assemblée a fourni le nom du Premier ministre et constitue le gouvernement. Donc c'est très compliqué. Mais là aussi, je salue... C'est là où il apparaît clairement que bon, c'est un truc négocié, en fait, n'est-ce pas, pour choisir le moindre mal. Pas vu, pas pris. Ce qu'on peut reconnaître, c'est que c'est un sous-continent, la RDC, et qui est partagé par beaucoup de courants qui sont violents, avec beaucoup de groupes militaires et paramilitaires qui parfois même occupent des régions entières. Et cette transition pacifique est pour moi une preuve de maturité de l'ensemble des acteurs. Et je ne vais vraiment pas polémiquer sur les conditions dans lesquelles ça se passe, mais il est évident que si vous avez, c'est ce que je dis, quand vous avez 50 députés et que celui que vous êtes supposé avoir battu à 350 députés, c'est extrêmement compliqué parce que vous devez être obligé de faire des compositions. Sinon, ben, vous rentrez dans une cohabitation où vous allez avoir toutes les peines du monde à faire passer la moindre petite loi à l'Assemblée nationale. Parce que, comme je l'ai dit, la RDC a quasiment un régime politique comme le nôtre. Le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire et donc, étant minoritaire à l'Assemblée, il y a énormément de concessions, il va falloir faire. Bon, on a eu, je me souviens au Nigeria, on avait passé beaucoup de mois avant de mettre en place un gouvernement et si on veut aller plus loin, la Belgique à un moment fait plus d'une année sans gouvernement. Sans gouvernement, donc ce n'est pas quelque chose de scandaleux, voilà. Donc, mais bon, j'espère qu'ils vont finir par trouver la bonne formule pour faire en sorte que tout le monde soit satisfait. De toute façon, nous les politiciens, on est très compliqués, donc ça va tirer, puis on finira par trouver une bonne formule. C'est ça. Bien, merci. Merci, M. Jerry Tama. Honorable Jerry Tama. Moi, le Jerry, M. Jerry Tama me va très très bien. Et merci beaucoup pour l'honneur que vous m'avez fait pour échanger avec vous. Ce sera toujours avec plaisir que je répondrai à vos invitations. Merci bien. C'est la fin de ce numéro de Rencontre et Échange. Merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres réflexions. Au revoir et à très bientôt.